voici juste 10 ans, j'ai participé, j'allais dire hélas, à des manifestations dans le cadre d'une situation qui était un petit peu, enfin même très difficile à vivre pour 4 camarades qui étaient enfermés dans des prisons et maisons d'arrêt de Saint-Gilles et de Forêt, dans le cadre de ce que l'on a appelé à l'époque les 4 du Secours Rouge. C'est une histoire un petit peu, ou même beaucoup, tirée par les cheveux, et ça va être d'ailleurs une des premières questions que je vais poser au camarade qui est ici présent. C'est à ce moment-là donc que j'ai connu l'existence du Secours Rouge que je ne connaissais pas précédemment. Qu'est-ce donc que le Secours Rouge? Ce sera l'objet de la conversation que je vais avoir maintenant avec un de ses membres qui a bien voulu répondre à mon invitation, et je vais lui poser des questions qui concernent à la fois l'histoire, l'objet, l'objectif du Secours Rouge. Je poserai sans doute aussi quelques questions indiscrètes auxquelles il répondra ou ne répondra pas, c'est à voir. Première question donc que je te pose, quelles sont, et c'est la question la plus logique évidemment pour commencer, quelles sont les origines du Secours Rouge et comment s'organise le Secours Rouge sur le plan international et quelle place y occupe la section Secours Rouge de Belgique? D'abord, bonjour et merci de nous avoir invités ici. Donc l'histoire du Secours Rouge, c'est une organisation qui est assez ancienne, mais qui est à découper en plusieurs petites histoires. Donc le tout premier Secours Rouge, il avait été fondé en 1922 en Russie soviétique. C'était une émanation du Comintern, et petit à petit, il a ouvert des sections dans tous les pays où il y avait un parti communiste. En Belgique, ça s'est produit en 1925, et donc le but c'était de défendre tous les révolutionnaires. Donc c'était un objectif de développer les forces révolutionnaires dans tous les pays à l'extérieur de l'URSS. Communiste donc. De tous les pays capitalistes. Oui, mais je veux dire les forces révolutionnaires communistes, non. où ça s'étendait aussi à d'autres forces révolutionnaires de type nationaliste ou de type anarchiste par exemple. Non, donc c'était une organisation qui à l'époque était purement communiste, mais qui défendait toutes les forces révolutionnaires de gauche. Donc les communistes, les anarchistes, les syndicalistes, les luttes de libération nationale progressiste. C'est ça. Aussi les luttes de libération noire aux États-Unis, par exemple. Le premier dossier emblématique qui a eu un retentissement international, c'était l'affaire Sacco e Vanzetti, donc qui étaient deux immigrés italiens. Justement, derrière moi, les lettres qui ont été publiées en 18, hein, donc lettres 1921-1927 que je montre devant la caméra. Voilà. Tu peux poursuivre. Voilà, donc Sacco e Vanzetti, juste pour résumer, c'était deux immigrés italiens anarchistes qui ont été injustement accusés d'un cambriolage où il y a eu un mort. Et donc ils ont été défendus par la section américaine du Secours Rouge qui s'appelait l'International Labor Defense. Voilà, ils ont été exécutés en 1927. Et il y a eu d'autres affaires assez grosses aux États-Unis. Il y a eu les Scottsboro Boys, qui étaient des Noirs qui avaient été accusés d'un viol qu'ils n'avaient pas commis. Voilà, voilà, il y a eu toutes ces sections de Secours Rouge qui ont été développées dans pratiquement tous les pays. Est-ce que c'était
enfin c'est une question peut-être un peu piège, parce que d'autant plus qu'on n'a pas préparé cette interview entre nous, donc est-ce qu'au fond ça participait, bien que dans un autre cadre, je dirais, idéologique et politique, mais au fond, est-ce que c'est pas à 20 ans de distance, un peu plus de 20, oui, même 30 ans de distance, c'est un peu ce qui s'était passé lors de l'affaire Dreyfus en France, au fond, parce que là aussi, il y avait eu une injustice, mais pour un sujet qui n'avait strictement rien à voir, une injustice majeure, une focalisation sur des individus qui faisaient partie, comment dirais-je, qui étaient des lieux de projection de la société française à l'époque, c'est-à-dire les Juifs à cette époque-là. Ici, c'était des anarchistes. Il n'y a sans doute pas de lien, je dirais, historique entre les deux, mais est-ce que c'était pas avec, comment dirais-je, une démarche un petit peu semblable de ne pas accepter qu'il y ait comme ça des causes qui soient, comment dirais-je, visées, quand je dis des causes, hein, vraiment visées directement parce qu'on a telle ou telle couleur politique ici en l'occurrence. Est-ce que c'est un petit peu ça? Puisqu'au fond c'est quand même un public particulier qui est visé dans cette affaire. Ce sont au fond des gens qui sont des militants, ou peut-être même pas des militants, mais qui appartiennent quand même à des mouvements, comme tu dis, progressistes, ce que d'autres appelleraient radicaux ou révolutionnaires. Oui, je pense qu'à l'époque aux États-Unis, c'était des mouvements qui étaient visés parce qu'il y avait une montée des mouvements révolutionnaires et qu'il y a une volonté de casser ça en faisant, voilà, c'est ça. En faisant oui, une affaire exemplaire. Voilà. Et alors, juste, je vais continuer la petite histoire. Oui, et l'organisation aussi, hein, donc les liens entre la Belgique et l'international. Ouais, donc ce premier secours rouge, en fait, il va se poursuivre jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Et là, la plupart des sections nationales vont se fondre dans les mouvements de résistance large. Donc par exemple, dans le cas de la Belgique, ça s'appelait le Front de l'Indépendance. Oui. Et là, le Secours Rouge est devenu une autre organisation qui s'appelait Solidarité, oui. La Croix-Rouge du Front de l'Indépendance. Et donc ils faisaient exactement le même travail, mais sous l'occupation. Oui. Donc là, c'était toujours le but de défendre les prisonniers, défendre les gens qui étaient dans la clandestinité, voilà ce genre de travail. Au sortir de la guerre, quand les organisations ont été dissoutes, il n'y avait plus de Secours Rouge international. Et ça n'a pas été relancé. Donc là, il y a eu une pause d'une vingtaine d'années. Et ouais. Dans les s'explique comment? C'est à quelle époque? Donc après la guerre, il y a eu une pause. Oui, c'est ça. Donc entre 45 et 60, enfin en gros. Entre 45 et fin des années 60, début des années 70. Et c'est lié à la guerre froide? C'est lié à quelque chose de particulier, ça? Non, enfin voilà, il faut sûrement mettre ça en relation avec les reflux des luttes, voilà. C'est ça, voilà, là où il n'y a pas de hasard, ça s'est relancé dans les années 70, où là, toutes les luttes ont explosé en Europe. C'est ça. Et donc là, il y a les Secours Rouges qui ont été refondés, et à ce moment-là, il y avait un truc qui n'existe plus vraiment maintenant, mais il y avait des milieux intellectuels, académiques qui étaient extrêmement progressistes, il y avait des révolutionnaires dans les universités, etc. Et ça a poussé à la création de nouveaux Secours Rouges. Par exemple, en France, un des acteurs du Secours Rouge français, c'était Jean-Paul Sartre. Oui. Voilà, et dans chaque section nationale qui se sont refaites dans les années 70, on peut trouver un petit peu des grandes figures comme ça. Il y en avait en France, en Italie qui étaient assez forts, en Allemagne, et il y en a eu un également en Belgique. Et est-ce que c'est lié alors, je ne sais pas, parce que quand on pense à Jean-Paul Sartre, on sait qu'il s'est quand même radicalisé à la fin de sa vie, qu'il a été membre de la gauche prolétarienne, qu'il était directeur, en tout cas un éditeur de la cause du peuple. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y avait une certaine catégorie de communistes qui étaient plus particulièrement visés ou pas? Et puis c'était lié au fait que d'un coup il y avait plein de gens qui rentraient en prison et qu'il y avait une nécessité à créer des organismes pour les défendre. Je suis passé un petit peu vite sur le premier Secours Rouge, mais il y a plein de choses qui se sont passées. La plus grande histoire du Secours Rouge, c'était pendant la guerre en Espagne, où
il y avait littéralement des centaines d'hôpitaux qui étaient ouverts par le Secours Ah oui, Rouge. oui, oui. Ils aidaient les internationalistes à aller, ils gardaient leurs gosses pendant qu'ils allaient se battre, oui. ils les aidaient à repasser à la clandestinité éventuellement ensuite. Enfin voilà, il y a... Le Secours Rouge espagnol à l'époque était très fort. Voilà, pour repasser dans les années 70, il y a plein de mouvements qui sont nés en Europe à ce moment-là. Il y a des centaines de personnes qui volent en tôle et naturellement il y a des organisations anti-répression qui naissent. Mais à ce moment-là, c'est plus du tout dépendant du Comintern. C'est des organisations qui se revendiquent du Secours Rouge par le nom, qui sont plus spécialement liées entre elles, qui sont plus spécialement communistes. Oui. Voilà, et donc toutes ces organisations ont terminé leur existence un peu comme le reste de l'extrême gauche dans les années 70 et 80, à l'exception notable du Secours Rouge allemand, qui a continué son existence jusqu'à aujourd'hui. Donc le gros Rote-Hilfe Deutschland qui existe aujourd'hui, qui a des milliers d'adhérents, c'est le même que celui des années 70. C'est ça. Et au fond, donc le Secours Rouge international ou les organisations apparentées, si je puis dire, a connu ou ont connu un regain de force et vigueur au moment de ce qu'on a appelé quoi, les années de plomb, les années de poudre, au moment où il va y avoir les brigades rouges en Italie, un peu plus tard, c'est les années 80, ça je crois, la fraction armée rouge, la Ronde armée fraction, Action directe en France, ou en Belgique, un peu plus tard, enfin moi je ne me souviens plus très bien de la chronologie, c'est dans les années 80, sauf erreur de ma part, donc les cellules communistes combattantes. Voilà, c'est un peu à ce moment-là que le Secours Rouge reprend vigueur. C'est ça, et en même temps qui se termine. Mais par exemple, dans le cas de la Belgique, c'est sur la défense des CCC, qui est l'organisation qui s'appelait à l'époque l'Association des parents et amis des prisonniers communistes, qui a assuré la solidarité avec les 4 prisonniers des CCC, et donc qui ont commencé à sortir en 2000 et puis en 2002. Et il y a... Au début des années 2000, il y a un certain nombre de personnes qui ont participé aux luttes des années 70 et 80, qui sortent de prison et qui reprennent le travail dans les organisations de solidarité. Donc au début des années 2000, il y a une convergence de différents groupes de solidarité, qui s'appellent déjà pour certains Secours Rouge, qui se réunissent et qui décident de créer le Secours Rouge international. Il y a eu beaucoup de mouvements à ce moment-là. Et alors, quels sont les pays concernés par le Secours Rouge international? Il y a quoi, une dizaine de pays, une vingtaine à l'heure actuelle, une petite idée. Dans ce Secours Rouge international, sont membres effectifs et participent à l'activité. Il y a la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne et la diaspora turque en Europe. Je ne sais pas si j'en ai oublié. Mais voilà, il y a d'autres organisations qui s'appellent Secours Rouge. Il y a Secours Rouge arabe à Paris, il y a le Secours Rouge du Canada. Il y a un lien organique Non, il y a des relations de travail. Des relations de travail. On fait une différence avec le travail purement Secours Rouge international, parce que dans le Secours Rouge international, on a des exigences de travail qui sont pas les mêmes. Donc, là, par exemple, il y a un Secours Rouge espagnol qui maintenant c'est ça. ne fait plus partie. Et ça ne déborde pas d'autres régions du monde, je ne sais pas, en Amérique latine, par exemple. Est-ce qu'il y a des organisations similaires avec lesquelles vous travaillez? C'est ça que je veux dire. Pas spécialement membres du Secours Rouge international, mais qui sont partie prenante, je dirais, d'une collaboration... directement en Amérique latine, non, mais nous, évidemment, on travaille avec les diasporas, les réfugiés des différents pays. C'est ça, donc, bien sûr. On travaille avec les organisations immigrées en Europe et en Belgique. D'accord, mais écoute, merci pour cette première réponse. Et je voudrais te demander maintenant, ce que je n'ai pas fait en introduction d'ailleurs, pourquoi tu souhaitais t'exprimer sans montrer ton visage? C'est une question que ceux qui nous écoutent, et d'ailleurs ce qu'ils font c'est essentiellement nous écouter, pas tellement nous regarder, parce que je crois que c'est pas ça qui les intéresse véritablement, mais ça suscite évidemment une curiosité de savoir mais pourquoi tu, et pas seulement toi, s'il y avait d'autres membres du Secours Rouge ici, ils seraient dans la même position que toi,
il ne se présenterait pas à visage découvert. Il y a une explication, je suppose. Oui, bien sûr. Donc voilà, nous on a toute une série de pratiques qui consistent à ne jamais faciliter le travail de la police quand c'est possible. Voilà, je n'allais pas mettre une cagoule et passer pour quelqu'un non, parce que là, donc, oui, voilà, sûr, c'est pour ça que je préférais être hors caméra, mais hors champ. Mais par exemple, on a une campagne en Belgique qui est la campagne No Photo, donc on a imprimé oui, c'est ça. des dizaines de milliers de petits autocollants avec un appareil photo barré qu'on distribue dans les manifestations. Maintenant, on n'a même plus besoin de les distribuer, on arrive dans les manifestations, les autocollants sont déjà collés sur les gens. Parce qu'il y avait, et il y a toujours énormément de photographes oui. Qui volontairement ou involontairement prennent plein de photos, les mettent sur Internet, c'est facilité par Facebook, il y a des centaines de photos qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Il y a une part utile de faire connaître les luttes, mais pour nous, il y a aussi quelque part une espèce de juste milieu où on peut tout à fait faire connaître les luttes sans mettre personne en danger. Oui. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois en Belgique qu'il y ait des procès qui se basent sur des photos qui ont été prises en manifestation, parfois des moments totalement innocents, 2 heures avant que la situation dégénère. Voilà, donc c'est une de nos positions de principe, mais on a d'autres positions que sur la question des visages. Voilà, on pourrait dire que c'est ridicule, on reconnaît ma voix. Oui, mais est-ce que c'est essentiellement pour éviter qu'il y ait des éléments matériels qui puissent intervenir, le cas échéant, dans des procès suite à des altercations ou des problèmes, je veux dire, liés à des violences, le cas échéant, où des membres du Secours Rouge pourraient être impliqués, ou c'est aussi, et surtout, je n'en sais rien, c'est une question, est-ce que ça concerne aussi comment dirais-je, un moyen de se protéger contre des gens d'extrême droite qui, vous identifiant, pourraient, comment dirais-je, s'en donner à cœur joie à certains moments. Non, je pose une question qui est naïve, mais c'est une question de quelqu'un qui n'est pas au Secours Rouge, organisation que j'apprécie beaucoup pour le travail qui est fait d'ailleurs, mais comme je n'y suis pas, je ne connais pas les arcanes et je ne participe pas à vos réunions, donc j'aimerais bien, en tant que profane, que naïf, essayer de comprendre le motif. Donc c'est essentiellement par rapport à des problèmes... C'est pas spécialement pour se protéger nous-mêmes, parce que c'est surtout de créer un moment une pratique qui soit partagée partout dans la gauche. C'est pas spécialement pour une enquête, par exemple, il y a un travail qui est pour le moment beaucoup fait par la police, c'est de créer des espèces de petites toiles où ils regardent qui par là, qui oui, évidemment, oui, parce que combien de membres il y a. C'est leur boulot. Oui, exactement, mais on pourrait se dire, ils font des enquêtes, ils cherchent un crime, ils cherchent une personne. Là, ils sont en situation, ils ne cherchent pas spécialement les crimes ou les délits, ils font des petites cartes. C'est comprendre les réseaux et qui rencontre qui, bien sûr. Et nous, on veut fermer la porte bien à l'avant, genre qui est membre, combien il y a de membres, qui est dans tel organe, qui est dans plusieurs organes à la fois. Nous, on ferme la barrière avant. Une autre chose qu'on fait, c'est qu'on... Donc, c'est déjà les questions que je ne devrais pas poser, puisque tu apportes des réponses. Si j'ai bien compris. Ouais. On essaye aussi de systématiquement crypter toutes nos communications. Et c'est pas spécialement pour se protéger. Non. C'est une pratique qu'on essaie d'enjoindre tout le mouvement. D'ailleurs, vous publiez des petites brochures, enfin des folders, incitant justement à tout le monde de se prémunir. D'utiliser Signal, d'utiliser PGP. Maintenant, il y a des solutions qui sont extrêmement simples à appliquer. Oui, mais ceci dit, c'est pas une garantie, parce que moi, il m'est arrivé dans des manifestations de mettre les autocollants sur ma poitrine, et quand même d'avoir retrouvé ma photo dans la manifestation avec l'autocollant sur Facebook, ça m'est arrivé. Oui, c'est clairement insuffisant, mais en même temps ça polarise aussi. Parce que d'accord. Enfin, c'est le principe. Il y a les photographes qui respectent ça, parce qu'il y en a plein qui le respectent. Et moi j'ai l'impression qu'il y a plein de gens, quand ils voient l'autocollant, ils vont photographier ailleurs. Ne bouge peut-être pas trop, je tiens à préserver ton... Non, mais peut-être que c'est pas le cas, mais on voit aussi qu'il y a plein de photographes qui respectent absolument pas ça. Et c'est les mêmes photographes qui vont
photographier les syndicalistes à visage découvert quand il y a des affrontements à la guerre du Midi. Ce qui pour nous sont des comportements tout à fait irresponsables. Je voudrais maintenant te poser une seconde question, celle qui concerne vos méthodes. J'allais dire votre philosophie, ce mot est évidemment un mot lourd, chargé de sens divers, évidemment pour celui qui veut bien l'entendre, mais quelle est votre philosophie qui permet à des individus, des camarades, des militants de gauche, de pouvoir se retrouver au Secours Rouge tout en ayant des positions qui ne sont pas identiques sur un certain nombre de problèmes de fond quant à leur vision de la société, quant aux moyens à utiliser, parce qu'on sait qu'à la gauche radicale, il existe de très nombreuses chapelles. Voilà, donc le Secours Rouge des années 20, il était clairement affilié au marxisme-léninisme. Maintenant, ça a tout à fait changé. Donc, on a une pratique qui est marxiste dans le sens où, pour nous, il y a une lutte des classes, il y a deux classes, les prolétaires et les bourgeois, et on s'engage dans ce conflit. Et c'est tout le sens de notre engagement de créer une espèce de... Donc ça, c'est le minimum auquel tout le monde adhère. Ça va de soi pour ceux qui sont militants au Secours Rouge. Question que je pose. Hein, oui, c'est ça. Donc, pour nous, on est a priori ouvert à tous les gens qui voudraient rejoindre l'organisation, mais il y a un certain nombre de choses qu'on demande. On ne demande pas, vous êtes anarchiste, vous êtes communiste, vous êtes autonome, non. On ne demande pas ce genre de choses. Pour nous, il y a une reconnaissance du matérialisme, de la lutte des classes, et aussi, on a une pratique qui est assez anti-sectaire dans la façon dont on soutient les prisonniers, quels prisonniers on soutient, etc. Et c'est beaucoup plus sur ça qu'on se polarise avec d'autres organisations. Justement, quels sont les combats que vous menez pour quel type de prisonniers je veux dire, il y a quand même un choix. Vous ne votez pas pour les prisonniers du monde entier, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils étaient enfermés. Donc il y a quand même un choix. Quels sont les critères de vos choix? Le critère, c'est... Bon, pour nous, le critère, c'est de dire... le premier critère, c'est qu'ils soient révolutionnaires et de gauche. D'accord. Donc là-dedans, on peut mettre tout un tas de courants différents. Un deuxième critère, c'est qu'il n'y ait pas de repentir. Donc les gens qui repentissent, qui disent qu'ils regrettent qu'ils n'auraient jamais dû faire ça. C'est ça. Les gens qui balancent leurs camarades. Voilà, les gens qui commencent à faire plus de tort à la cause qu'autre chose, quoi. Et après ça, il en reste encore beaucoup, hélas, j'imagine. Oui, oui. C'est pour ça... Après ce premier tri-là, parce que, hélas, je veux dire, les gens qui sont enfermés pour des causes justes dans le cadre du politique que tu viens d'énoncer, il y en a encore beaucoup. Oui. Et alors, comment vous choisissez, alors, parmi ce nombre qui est quand même relativement important? Ça dépend un petit peu de quelle façon on soutient. Déjà, on a un site internet qui est relativement bien fréquenté, et là, on va parler de tous les prisonniers qu'on soutient, et on ne se mêle pas d'approuver ou de désapprouver les méthodes. C'est pas notre rôle. Pour nous, est-ce qu'ils ont bien agi? Est-ce qu'ils auraient dû faire autrement? Est-ce qu'ils auraient pu éviter telle erreur? C'est pas notre problème. Nous, on le fait pas. Par contre, on va mettre en avant des prisonniers qui sont particulièrement comment dire, maltraités. Non, c'est justement, c'est justement pas un critère. Le truc humanitaire, c'est pas... Nous, justement, on va jamais dire « Ah, il est malade, il est vieux, il est malheureux ». Pour nous, c'est jamais un critère. Ils sont dans des procédures... Allez, je prends un exemple, le cas de Georges Ibrahim Abdallah, qui maintenant il est depuis 34 ans en prison. Tu peux rappeler un petit peu qui c'est? Donc Georges Ibrahim Abdallah, c'est un militant libanais, qui est d'origine libanaise, mais qui s'est impliqué dans la lutte pour la libération de la Palestine. Et donc il a fait partie de ces organisations qui sont venues en Europe pour importer le conflit israélo-palestinien
en Europe. Donc par exemple, l'organisation de Georges, ça s'appelait les FAR, les Forces armées révolutionnaires libanaises, Oui. qui sont plus ou moins proches du FPLP, le Front populaire de libération de Palestine. Oui. Et leurs deux grosses actions qui sont assez connues, c'est qu'ils ont abattu deux diplomates, des diplomates qui sont des militaires, hein. Donc un Américain et un Israélien, Oui. à Paris. Et donc Georges, il a été arrêté, et par exemple, Il est emprisonné en France. il est toujours emprisonné, il est emprisonné à Lannemezan dans le sud de la France. Oui. Et pour nous, c'est un prisonnier qui a jamais renié ses luttes, qui a jamais posé la question innocent ou coupable, parce que pour lui, il était dans l'organisation. Oui, oui. Par exemple, il y a un des deux diplomates qui a été abattu, il a été abattu par une femme. Il ne s'est jamais mêlé de dire coupable ou innocent. Il a assumé en bloc ce que son organisation avait fait. Oui. Il continue à l'heure actuelle à publier tout le temps des textes qui vont toujours dans le sens de la construction, dans le sens du combat unitaire. Et de ne pas tomber dans des polémiques et de commencer à dire ah cela il devrait plutôt faire comme ça, voilà. Pour nous ça c'est des comportements qui servent la cause. Il y a Georges Abdallah, il y avait Marco Kamenisch qui a aussi fait un peu plus de 20 ans de prison et qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui lui aussi a toujours été solidaire des autres, a jamais balancé, s'est jamais repenti, enfin pour ces gens, la prison, ça devient une nouvelle étape de la lutte. Et tu peux expliquer pourquoi, depuis 34 ans, il est enfermé et qu'il n'y a pas, contrairement à ce qui se passe quand même pour des prisonniers de droit commun, je dirais, eu des, comment dirais-je, de réduction de peine ou de... enfin bon, c'est à toi un petit peu expliquer ça, parce que tu connais beaucoup mieux le système qui permet au système judiciaire de réduire la peine à un moment donné. Donc là, très clairement, c'est un prisonnier politique, même s'il n'est pas considéré comme tel, je suppose, parce que la notion de prisonnier politique n'existe pas dans le droit français, comme dans le nôtre, mais enfin, il y a des prisonniers très clairement politiques. Oui, il y a une grande confusion entre deux choses. Je crois, sauf erreur de ma part. D'abord, il y a une grande confusion entre les prisonniers d'opinion et les prisonniers politiques. En général, il y a plein de gens qui considèrent que les prisonniers politiques, c'est les prisonniers d'opinion, et dès qu'il y a eu un acte qui a été posé, c'est du terrorisme ou du droit commun, des choses comme ça. Les prisonniers d'opinion, Amnesty International se charge de les défendre. Oui. D'ailleurs, c'est un critère pour Amnesty International que dès qu'un acte a été posé, que eux appelleront violence, ils les défendront plus. Pour nous, les prisonniers politiques, c'est des prisonniers qui ont posé des actes pour des raisons politiques. Donc Georges Abdallah, pour revenir à cette question-là, il est libérable depuis 1999 et il a été gardé à tout prix, parfois avec des motifs légaux, parfois avec des motifs qui sont très probablement complètement illégaux au regard du droit français. Et le but, c'est de le pousser à se repentir, de le pousser à dire qu'il s'excuse, de le pousser à dire qu'il ne voulait pas faire ça, qu'il ne le refera plus jamais, et il doit dire aux autres de jamais le refaire. Et ça, c'est quelque chose qui est... Il sert un peu d'exemple, alors. Enfin, d'exemple, je veux dire, pour le pouvoir politique français, pour voyez ce qui se passe si vous allez dans cette voie-là. Donc, nous irons jusque-là, quoi. C'est ça, nous, autorités. Oui, c'est ça. C'est un exemple. Ceux qui refusent de se repentir sont enterrés vivants. Mais Georges Abdallah, c'est pas seulement un exemple pour eux, c'est un exemple pour tout un tas de gens au Liban, en Palestine, c'est une légende. C'est ça. Mais j'avais lu quelque part, je ne sais pas si c'est dans un de votre acte ou ailleurs, qu'il y avait eu à un moment donné, peut-être c'est toujours le cas, un veto des États-Unis pour l'empêcher de sortir. Je ne sais pas où je l'ai lu, mais enfin j'ai lu ça quelque part en tout cas. Oui, les États-Unis sont partie civile dans le procès. Systématiquement, quand il y a un procès, eux, ils mettent leur veto. Mais même quand ils n'ont pas l'occasion de le mettre, comme ça a été le cas il y a quelques années, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été officiellement libéré sous réserve d'être expulsé au Liban. Et à l'époque, le ministre, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était Manuel Valls, a refusé de signer l'ordre de quitter le territoire, ce qui doit être une première dans son cas. Et donc Georges ne pouvait pas être expulsé vers le Liban, donc il n'a pas été libéré. Et la fois d'après, c'est Christiane Taubira qui
qui aurait dû de nouveau signer un papier et qui a refusé de le faire. Et donc il est toujours emprisonné. Et maintenant, il ne fait plus de demande de libération parce que il refuse de le libérer systématiquement, quoi. Alors, dans vos critères d'intervention, ces critères d'intervention concernent uniquement les prisonniers politiques ou votre champ d'intervention est plus large? De base, c'est les prisonniers politiques, mais ça peut être beaucoup plus large. Donc, sur la question générale de la répression, par exemple, on considère qu'on a un petit peu un rôle d'expertise et un rôle pédagogique, parce qu'on analyse la répression, on analyse les méthodes légales, et les méthodes paralégales, parce que la police s'encombre pas toujours de respecter ses propres lois. Donc voilà, ça c'est une première chose. Par exemple, il y a toutes les leçons qu'on peut donner par rapport aux photos, tout ce qu'on peut dire par rapport aux interrogatoires de police. Ne déclarez jamais rien à un interrogatoire de police, ça peut vous attirer que des embêtements. Et alors, on a d'autres activités. Bon, l'exemple actuel, c'est le Rojava, où là, la lutte révolutionnaire atteint un stade où c'est directement l'affrontement entre la révolution et la réaction. Et là, pour nous, avoir un comportement anti-répressif, c'est soutenir directement les forces révolutionnaires qui luttent contre, dans ce cas-ci, contre Daesh, contre l'État turc, contre tout un tas de puissances impérialistes impliquées sur place. Et donc là, dans ce cas-là, nous, on envoie des pansements de qualité militaire. Et en collaboration avec d'autres organisations, je crois. Il y a 3-4 organisations qui participent à cette campagne. Oui, c'est ça. Par exemple, donc vous ne travaillez pas, je dirais, en cavalier seul, quoi. Quand c'est possible, vous essayez d'avoir des alliés, en réfléchissant bien, évidemment, au rôle qu'ils ont eu dans le passé ou l'apport qu'ils peuvent avoir. Est-ce qu'il y a des organisations qui sont des alliés constants dans votre travail? Un allié très récurrent qu'on a, c'est le CMLVP. Enfin, je parle pour la section belge. Hein. Tu peux expliquer le CMLVP, c'est une organisation qui s'appelle l'Organisation communiste marxiste-léniniste Voix prolétarienne. Oui. Mais donc c'est une organisation maoïste. Et on s'est retrouvé sur eux, pas sur des questions idéologiques, mais sur des questions de méthode de travail, de non-sectarisme, et de reconnaître à un moment où se situe la frontière révolutionnaire. Et quelles sont les méthodes de lutte que vous rejetez? De prime abord, on va rejeter les méthodes légalistes, donc commencer à faire des pétitions. Pour nous, faire des pétitions, c'est donner des listes de noms à la police. On ne le fait pas, on ne signe pas de pétition et on n'en partage pas. Pour nous, c'est donner des noms à la police. Quand on fait des manifestations, mais il y a un truc qu'on ne fait pas dans les manifestations, que beaucoup trop de gens font, c'est d'écrire une lettre au Premier ministre, Son Excellence Monsieur Didier Reynders, s'il vous plaît, libérez Monsieur Georges Ibrahim Abdallah, comme ça a été fait il n'y a pas si longtemps. Voilà, pour nous, ça fait une confusion assez grave de faire ça. Dans cet exemple de Didier Reynders et Georges Abdallah, le pouvoir que représente Didier Reynders, l'État belge, l'État français, sont très conscients de ce qu'ils font. C'est pas une erreur. Georges Abdallah n'a pas été oublié en prison. C'est très consciemment qu'ils veulent le garder en prison. Et on va pas faire cette confusion en disant « Ah, monsieur Didier Reynders, si vous voulez bien changer d'avis », c'est un acte volontaire qui est posé. Alors, vous avez, quand je dis vous, c'est pas toi bien sûr, hein, je parle du Secours Rouge en Belgique et sur le plan international également. En tout cas, pour la Belgique précisément, vous avez un moyen qui permet de faire connaître vos combats, qui est un site sur Facebook, ou ailleurs d'ailleurs, parce que moi je ne suis pas très doué en informatique, donc il y a peut-être d'autres moyens qui permettent d'informer des sympathisants et la population d'une manière générale sur ce qui se passe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, éventuellement donner les coordonnées de ceux qui voudraient rechercher des informations concernant votre combat?
Donc notre organe principal, c'est le site internet qui s'appelle secoursrouge.org, en un mot. Oui. C'est un site qu'on maintient depuis un bon moment. On publie généralement entre 3 et 7-8 articles par jour. Par jour, donc c'est assez Oui, conséquent. on bosse beaucoup d'articles, c'est sous forme de dépêches. Oui. Et on essaye de... Ce sont des reproductions, il y a aussi des articles qui viennent de vous, ou ils viennent tous de vous, je ne sais pas, quels sont. De façon générale, on les écrit nous-mêmes, on ne publie jamais de communiqués tels quels. C'est ça. Parce qu'on essaie de donner... Justement, on ne fait pas de commentaires, on essaie toujours de donner une information très factuelle. Et pour nous, nos auditeurs savent déjà... l'orientation. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Oui. Voilà, on essaie de donner un style qui soit très neutre. Voilà, par exemple, on n'écrit pas flic, on écrit policier. Ouais. Voilà, on va pas dire aux gens que les flics sont nos ennemis, ils le savent déjà. ça ne rend pas plus radical. Non, oui, c'est pas ça qui va, voilà, qui va faire avancer la cause. De ce site internet, c'est de donner une vision d'ensemble de la dialectique répression et anti-répression. Donc c'est quand même assez conséquent, hein, 6 ou 7 par jour. Oui, voilà, bon après on peut pas tout couvrir. Oui, bien sûr, mais enfin... Et alors, vous avez... Et juste pour terminer par rapport à Facebook, parce que c'est un sujet intéressant, c'est que au début, quand Facebook a vraiment commencé à exploser, on a refusé de faire une page Facebook, parce que Facebook collabore massivement avec la répression, censure, dénonce à la police, etc. À un moment, on a réalisé aussi que c'était le type de média qui changeait complètement, que massivement, la majorité des visites peuvent maintenant venir pour certaines journées de Facebook, et l'utilisation d'Internet a changé. Donc on a fait le choix de créer une page. Il y a un petit mémo quelque part qui explique qu'il y a quand même quelques précautions à prendre par rapport aux réseaux sociaux. Par contre, on a fait un choix que plein de gens malheureusement ne font pas, c'est on ne publie rien sur Facebook qui n'est pas sur le site internet, parce qu'il y a plein de gens qui ont le courage de ne pas avoir de compte Facebook, et on ne veut pas les pénaliser en mettant des infos sur Facebook qui ne se retrouveraient pas ailleurs. C'est ça. Je vais te poser encore quelques petites questions maintenant. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que pour entrer finalement au Secours Rouge, je dis Belgique puisque c'est le cadre dans lequel vous évoluez ici, il ne faut pas avoir une couleur politique très précise. Évidemment, il vaut mieux être... Enfin, on a bien compris hein, que c'est une organisation de la gauche, plutôt radicale, mais y a-t-il, et ma question, je l'ai déjà évoquée hors caméra tout à l'heure, est-ce qu'il faut rentrer dans une gamme particulière du rouge ou pas? C'est ça, parce que quand on entend parler du Secours Rouge, pour ceux qui le connaissent, parce qu'il ne faut pas non plus imaginer que tout le monde connaît le Secours Rouge, mais quand on entend parfois parler du Secours Rouge à l'extérieur, on a l'impression, ou on dit, qu'il s'agit un peu d'une sorte de couverture pour un noyau marxiste-léniniste. Est-ce que tu peux donner une information à ce sujet-là ? Ou réagir par rapport à ce qui peut être dit, qui est vrai, qui n'est pas vrai, qui est à moitié vrai, que sais-je. Bon, déjà le nom rouge, il vient clairement du vieux Secours Rouge des années 20. Voilà, maintenant le rouge, ça a pris un petit peu dans l'imaginaire populaire, ça a pris tout à fait, et c'est une réalité que le rouge c'est les communistes, le noir c'est les anarchistes. Mais voilà, de base aussi, à l'époque de la Commune de Paris par exemple, le rouge c'était toute la couleur de l'offensive, c'était la couleur de toute la gauche, pas seulement des communistes mais aussi des anarchistes. Et le noir c'est une couleur qui a été beaucoup utilisée après la répression de la Commune de Paris, c'est plutôt une couleur de commémoration, de deuil, voilà. Bon maintenant, dans le cas du Secours Rouge... Oui, ma question n'était pas une question d'historien d'art, ici, que ce soit clair. Oui, bien sûr, mais, voilà, mais je posais quand même la question. Donc, maintenant, il y a plein de sections nationales. Il y a certaines sections nationales qui sont plutôt autonomes, plutôt maoïsantes, plutôt anarchisantes. C'est ça, oui. J'ai l'impression que dans le cas de la Belgique, on est très mixte.
C'est ça. Donc il n'y a vraiment pas d'exigence d'être dans une tendance particulière. Les seules exigences pour adhérer... Tu as fait référence tout à l'heure déjà à la lutte des classes. Il y a deux ou trois éléments fondamentaux qui sont entre guillemets non négociables, si je puis dire. Parce que sinon, effectivement... En fait, il y a une plateforme qui est sur le site du Secours Rouge International qui fait quelques pages. Les conditions pour adhérer au Secours Rouge, c'est d'accepter cette plateforme et d'avoir une pratique pour éviter les infiltrations tant de l'extrême droite que de la police. On n'accepte pas le premier venu, mais on refuse personne non plus. On apprend juste à connaître les gens d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Dans vos réunions publiques se tiennent principalement, voire exclusivement, à ma connaissance, mais je ne suis pas au courant de tout, dans un local qui s'appelle Sacco Vanzetti. Et justement, sur ce local apparaissent justement les deux couleurs, sauf de ma part, il y a du rouge et du noir. Voilà. Qu'est-ce qui... quels sont les comment dirais-je, les programmes ou quels sont les ordres du jour des réunions publiques? On parle de quoi? Est-ce que ce sont des conférences débats? Est-ce qu'on y pratique d'autres activités pour justement défendre les prisonniers politiques? Comment ça se passe? Je parle des réunions publiques ici. Il y a plein de choses différentes. En général, il y a quelques axes. Il y a un axe qui est informatif. On a accès à plein de gens très intéressants qui peuvent venir expliquer. Par exemple, dans le cadre de la campagne Rojava, on a eu à plusieurs reprises des internationalistes qui étaient de retour en Europe et qui sont venus raconter leurs expériences. Ça, c'est tout un point qui est d'informer les gens. Et on a un autre point qui est de récolter de l'argent pour financer les campagnes de soutien aux prisonniers, pour leur envoyer de quoi subsister en prison. Alors on fait aussi d'autres formes de soutien, on fait régulièrement des ateliers d'écriture où on fait des correspondances avec des prisonniers politiques, donc on arrive, on a un carnet de 10 pages avec des centaines de prisonniers. C'est ce qu'on fait un petit peu, je crois, Amnesty, ce genre de choses, c'est-à-dire, je crois, où on se réunit autour d'une table et on écrit à des gens qui sont prisonniers. Enfin, pour cette partie-là de vos activités, hein, je parle de cette partie-là de vos activités. Je ne sais jamais aller à une... Non, mais je sais qu'à Amnesty, mais c'est sûrement le genre de choses. J'ai entendu qu'on agissait comme ça, voilà. On écrit des lettres, des cartes postales, enfin, je ne sais pas très bien quoi, justement, ou on le faisait à un moment donné, en tout cas. C'est ça. Et qu'est-ce que je voulais encore poser comme question à ce sujet-là? Oui, il y a des réunions régulières, on peut être au courant par le site, alors, il faut préalablement avoir un entretien avec les membres du Secours Rouge actuel avant d'arriver, ou on peut arriver comme ça, on est au courant, ou par le site, si c'est indiqué, je n'en sais rien. Est-ce que sur le site on indique, voilà, ce soir nous allons, ou demain soir nous allons faire donc une soirée écriture de lettres? Est-ce qu'il faut, pour pouvoir participer à ces réunions, être, comment dirais-je, parrainé entre guillemets, ou d'emblée on accepte tout le monde? Dans le cas de ces activités publiques, tout le monde est invité, c'est écrit sur le site, du Sacco Vanzetti, c'est écrit sur Facebook, c'est écrit partout. Et là, y compris, donc, par exemple, l'écriture de lettres, c'est considéré comme public. Oui, bien sûr. Oui, mais ce sont des questions, tu vois, qui paraissent évidentes pour un vieux routier, mais comme ici nous nous adressons quand même à une audience assez large, ça vaut peut-être la peine de le préciser. D'accord. Et alors, l'autre chose, c'est que le Sacco Vanzetti, c'est notre local, mais c'est pas juste notre local. On le partage avec plusieurs autres organisations anarchistes, l'immigration politique turque. À Bruxelles, et donc au Sacco Vanzetti, il y a nos activités, mais il y a plein d'autres activités qui valent la peine. Et pour nous, c'est un local qui est très important pour développer notre propre activité, mais qui est très important dans le fait de travailler de façon unie avec tous les autres révolutionnaires à Bruxelles. On ne travaille pas dans notre coin. D'accord. Est-ce que tu pourrais maintenant, comment vous évaluez vous-même, auto-évaluation, vos faiblesses et vos limites?
dans le cadre de vos interventions sur le plan géographique, oui, on est présent que dans quelques pays pour l'instant en Europe. Oui. Voilà, les limites, c'est aussi celles qui sont posées par la répression, où on doit travailler malgré ça. Oui. Bon, après, les limites de la répression, c'est... Enfin, nous, on conçoit ça un peu comme une espèce d'escalade perpétuelle où... Enfin, par exemple, il y a plein de gens qui se sentent limités par la technologie, par la surveillance omniprésente de l'État. Oui. On savait que l'État a des moyens énormes pour surveiller les gens, et d'un autre côté, nous, on a... par exemple, Signal, donc c'est un outil qui permet de communiquer de façon chiffrée très simplement par téléphone. Il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas d'inscription, c'est extrêmement simple à utiliser. Et ça, c'est des choses... Là, un jour, donc, une fois qu'il y a un nouvel outil comme ça qui est créé, la police doit pendant très longtemps développer des outils pour déchiffrer ça. Une fois qu'ils l'ont, ça leur coûte très cher, alors ils peuvent l'utiliser que pour certaines personnes et que dans certains cas précis. Et dans ce temps-là, nous, on a l'avantage, je parle pas de nous le secours, je parle de nous tout le camp révolutionnaire, où nous, on a l'avantage qu'on est dynamique, qu'on est flexible, et eux, dès qu'ils développent un nouvel outil, ils doivent faire un appel d'offres, débloquer un budget, créer l'outil, arriver à l'utiliser, faire des lois pour l'utiliser. Enfin, donc je crois qu'il ne faut jamais se dire oh là là, on est surveillé, il n'y a plus rien qui est possible aujourd'hui, c'était mieux avant quand il n'y avait pas de caméra. C'est pas vrai, maintenant il y a des caméras, il y a plein d'autres outils qui sont aussi à notre disposition maintenant, il faut les utiliser et pas en laisser l'avantage à l'ennemi. Je voudrais terminer cet entretien, à moins que tu aies des choses essentielles que tu estimes ne pas encore avoir été dites pour l'instant. Non. Non, mais je te laisse un espace de parole, un temps libre, avec, sans question. Hein. On a parlé de l'essentiel, d'après toi? Je pense. Oui. Voilà, d'accord. Je voudrais revenir ce par quoi j'avais commencé donc, cet entretien. J'avais expliqué que donc il y a 10 ans, il y avait eu des manifestations suite à l'enfermement pendant, si mes souvenirs sont bons, 1 mois et demi, enfin quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas recherché précisément la chronologie, mais pour ceux que l'on appelait à l'époque les 4 du Secours Rouge. Est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots de quoi il s'agissait, pourquoi ils ont été enfermés et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de leur procès, parce que je crois qu'il n'est pas tout à fait clos. Enfin, que la procédure n'est pas tout à fait close. Enfin, c'est une question que je pose, hein, je suis peut-être mal informé. Nous, on a une politique de rien déclarer, que ce soit à la police ou au juge d'instruction ou quoi. Donc voilà, moi je veux pas parler de ça. La police a accusé le Secours Rouge de fomenter une résurgence des brigades rouges. Ils prétendent avoir tout un tas de preuves dans ce cadre-là. Prétendent parce qu'en plus, au niveau italien, cette enquête est tout à fait close. Les gens qui avaient été arrêtés en Italie sont plus dans le cadre d'une affaire antiterroriste, sont jugés comme des criminels à présent et ils ont tous été libérés. Et donc on est 10 ans plus tard, la Belgique a dépensé énormément d'énergie et d'argent à créer cette affaire. Ils nous ont fliqués pendant tout un moment, ils n'ont pas réussi à produire de résultats. Non. Donc ils sont dans une espèce de frustration. Ils ont fait une fuite en avant qui a été cette espèce de procès où ils ont essayé de faire dans le sensationnel et ils sont de nouveau éclatés sur le sol. Et donc maintenant, on est 10 ans plus tard. Ça fait des années qu'il y a... Il n'y a pas eu de non-lieu quand même. Je ne sais même pas si ce terme existe dans ce type d'affaires. Bon, c'est toujours en cours, ils pourraient décider de provoquer un procès. En fait, on pourrait... Voilà. On est 10 ans plus tard, ça fait des années qu'ils n'ont plus posé un seul geste. Un seul, voilà. Mais ceux qui sont... Je crois qu'ils essaient de se faire oublier parce que... Enfin, oui, on ne peut pas se mettre dans la tête des autorités, évidemment. Hein. On peut formuler des hypothèses, mais enfin, ce n'est pas le lieu. Voilà, ils sont beaucoup liés. Voilà. Voilà, mais écoute, un très grand merci pour nous avoir informés, en tout cas, de nous avoir apporté quelques lumières. Hein, j'espère que ce sera un peu plus clair pour ceux
qui n'avait que quelques éléments, et pour ceux qui ne savaient rien du tout, ben, c'est l'occasion justement de découvrir cette organisation qui se veut révolutionnaire, on peut le dire quand même. Oui, mais quand je dis se veut, mais en disant qu'il se veut, qui est révolutionnaire, et qui a un objectif précis, hein, qui est donc de lutter pour la libération des prisonniers, c'est ça. Hein, si on devait résumer en 2 mots, c'est bon, ou il faudrait donner une autre définition du Secours Rouge? Pour nous, à un moment ou à un autre, la lutte révolutionnaire s'intensifie, va aller vers un moment révolutionnaire. C'est un moment qui va produire de la répression, de la contre-répression, quelle que soit la nature, l'idéologie, la tendance du mouvement à ce moment-là. Elle aura besoin d'une organisation anti-répression, et l'organisation anti-répression, on ne peut pas la construire à ce moment-là parce que voilà. on aura... elle a l'avantage d'exister, qu'il y a déjà donc pour nous, c'est un travail qu'il faut faire en amont. Bien sûr. Voilà. Un grand merci. Merci. Et peut-être à une prochaine fois, s'il y a des combats qui valent, enfin ils valent certainement tous la peine d'être évoqués devant une caméra, mais enfin s'il y avait un sujet particulièrement important, ben, vous êtes bienvenus en tout cas dans ce cadre-ci. Merci beaucoup. Merci.